Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la classification, clustering. Alors, j'ai un petit document ici, j'ai une petite page que j'ai préparée. Ensuite, on va passer sur R pour voir comment on peut appliquer la classification hiérarchique. Alors j'ai un peu omis ici, j'ai oublié de mettre hiérarchique. Voilà. Alors, c'est quoi le clustering? Alors, on va voir que c'est un concept assez simple à comprendre et même à appliquer, et qu'il répond à des questions très intéressantes, par exemple dans le domaine du marketing. Le clustering, c'est une technique qui va permettre de regrouper des points de données similaires, des individus statistiques qui ont répondu à certaines questions. On va essayer de voir quels sont ceux qui sont proches l'un de l'autre et ceux qui sont éloignés l'un de l'autre. C'est ça l'idée. Et donc le groupe de points de données similaires va être appelé un cluster. Alors voici les questions. La segmentation du marché. En marketing, ça veut dire créer des segments différents de clients. Comprendre le comportement d'achat. Pourquoi des gens achètent un produit donné? Pourquoi d'autres personnes ne l'achètent pas? Ça aussi, c'est un peu lié à la segmentation, mais c'est une question un tout petit peu différente. Identifier les nouvelles opportunités de nouveaux produits. Plutôt les opportunités de nouveaux produits, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, à travers des tests, de créer de nouveaux produits. Et donc on peut créer un produit et essayer de diviser, on va dire, les clients, des différents clients en fonction de ces nouveaux produits. La réduction de données, tout simplement parce que lorsqu'on a plusieurs individus et qu'on va les regrouper dans des clusters, à ce moment-là, on va essayer de les regrouper. Et donc, type de cluster hiérarchique, on va voir deux types. Agglomératif, ça veut dire on est en train de regrouper les individus. Ça veut dire que chaque individu, c'est écrit ici, est un cluster. Ça, c'est le point de départ. On va calculer la matrice de proximité. Ça veut dire quoi tout simplement? C'est une matrice de distance entre les individus. On va choisir une distance. On va voir l'exemple tout à l'heure. Et donc, on va regrouper les gens en fonction de cette... On va appeler ça la similarité. S'ils ont une distance proche l'un de l'autre, ils vont être regroupés en un cluster. Mais il faut savoir qu'à la base, chaque individu devient un cluster. Par exemple, si on a 30 personnes, on a 30 clusters de départ. Et ensuite, on va regrouper, c'est-à-dire agglomérer, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on ait un seul cluster. Voici un dendrogramme. Alors, un dendrogramme, c'est quoi? C'est un graphique de ce type où en bas, vous aurez les individus et au fur et à mesure que vous montez d'une manière hiérarchique, d'où le nom hiérarchique, vous allez trouver moins de clusters. Le regroupement descendant, alors le premier c'était ascendant, agglomératif, celui-là est descendant, on va diviser. Ça veut dire quoi? On va commencer avec un seul cluster, regardez, et puis on va commencer à descendre, à descendre, à descendre. C'est tout simplement le processus inverse de tout à l'heure. Les questions pertinentes auxquelles il faut faire attention, quelle est la distance qu'on va choisir entre les personnes? Rappelez-vous, on a parlé de similarité, regrouper les données similaires. Donc il faut quelque chose, un élément. Cet élément, on appelle ça une distance. Donc la distance qu'on connaît, c'est la distance euclidienne, souvent utilisée aussi. Il y a Word. Alors Word se base quoi? Sur la variance, c'est-à-dire les individus qui vont être dans un cluster, si ils ont une variance qui est faible, ça veut dire la distance entre ces individus et leur moyenne commune, elle est faible, ils vont rester ensemble. Si un individu, par exemple, lorsqu'il intègre un cluster et que à ce moment-là la variance augmente, c'est problématique. Donc c'est ça l'idée de la variance, elle est un peu plus pertinente, je trouve, que la distance euclidienne qui est beaucoup plus simple à utiliser. Ensuite, on a centroïde. Alors le centroïde, par exemple, ça va être un cluster, deux clusters, imaginez deux clusters. Le centroïde, c'est quoi? C'est la moyenne des moyennes. Donc à l'intérieur de chaque cluster, il y aura une moyenne on va dire par variable. Et donc, on aura la moyenne de ces moyennes et on va essayer de comparer la distance, pas la distance, mais plutôt calculer la distance entre la moyenne des moyennes d'un cluster avec la moyenne des moyennes d'un autre cluster. Et à ce moment-là, bien sûr, on va choisir la distance la plus faible, bien sûr. Combien de clusters? Deuxième question. Alors, l'idée, c'est que dans ce type de classification, on n'a pas d'idée sur combien de clusters à choisir. Alors, on peut choisir 2, 3, 4. Bien sûr, l'idéal, c'est moins de clusters, mais en même temps, on ne peut pas
réduire un ensemble d'individus, un grand nombre, en un cluster ou deux ou trois, juste d'une manière arbitraire. Donc l'idée, c'est de choisir le nombre de clusters qui répond à la question de recherche, de départ. Par exemple, tout à l'heure, la segmentation. Il faut nommer les clusters, donner un nom spécifique. Et le nom va se baser bien sûr sur les éléments communs des individus à l'intérieur du cluster. Et donc, il y a ici tout un travail, bien sûr, de réflexion, un travail aussi sur la partie théorique pour essayer de comprendre pourquoi les individus de ce type sont ensemble. Et donc, il doit y avoir une explication non seulement pratique, mais aussi théorique. Quid de la validité des clusters? Alors, lorsqu'on aura développé le nombre et on aura nommé les clusters, est-ce que c'est un résultat final? Ce n'est jamais vraiment final. Donc, l'idée de la validité, c'est tout simplement de renvoyer vers d'autres tests, c'est-à-dire utiliser par exemple d'autres distances. Par exemple, si on a travaillé avec Euclidean, passer à Word, Centroid et d'autres, il y en a beaucoup, Manhattan, etc. Et donc, calculer avec différents types de distances, ressortir un nombre différent de clusters, nommer, etc. Et essayer à chaque fois de voir est-ce on tombe en utilisant les différentes méthodes sur les mêmes clusters. Alors on va voir qu'au-delà de la classification hiérarchique, il y a un autre type de classification qu'on va voir dans une autre vidéo. Et l'idée, c'est de comparer non seulement entre les techniques hiérarchiques, mais aussi avec les techniques non hiérarchiques. Et essayer de voir est-ce qu'on obtient toujours le même résultat. À ce moment-là, si on obtient, c'est une manière, si vous voulez, de valider les clusters. Voilà. Donc j'ai terminé sur la partie théorique. Alors je vais passer à la base de données. Alors c'est un fichier, je vais vous mettre le lien dans la description. Un fichier très simple en marketing. On a 30 observations. Je vais essayer de faire head. Comme ça, on voit les 6 premières lignes de ce fichier my data. Et voici donc les différentes variables. On a les préférences des personnes, on leur a posé des questions sur leur appréciation de la nature, du climat, de l'environnement, du sport, des gens. Et puis on a aussi observé le fait que ce sont des hommes, des femmes, leur sexe. Et la dernière variable, c'était quoi? Le lieu de résidence. Ils habitent dans une ville ou dans une campagne, etc. Ce genre de choses. Ce sont des questions types, bien sûr, en marketing. Donc, summary, vous avez ici bien sûr les différents éléments et on observe bien qu'on n'a pas de valeur manquante, aucun problème sur cet aspect-là. On va supprimer cette première colonne parce qu'elle ne nous intéresse pas. On va garder que les 2 et les 6 parce que ce n'est pas une variable pertinente pour la classification. Et donc, la première fonction qu'on va utiliser, c'est dist. Rappelez-vous, on doit calculer une distance. Alors j'ai choisi bien sûr la distance euclidienne qui est simple à comprendre et il va nous donner une matrice de proximité. On a vu ça tout à l'heure. Alors tout simplement la base de données plus la méthode dist. Ensuite on va utiliser la classification hiérarchique. Alors hclast pour hierarchical clustering, c'est la classification hiérarchique. Mais il faut choisir une méthode. Rappelez-vous la variance, par exemple le centroid, etc. Donc on va choisir Word qui est la personne qui a créé cette technique, et il y en a 2, alors on va choisir celle-là, des 2. Alors je vous invite bien sûr à chaque fois de faire à chaque fois bien sûr mettre la fonction sur H, alors hclast, je me suis trompé de la fonction, voilà, pour voir un peu quels sont les différents arguments que vous avez dans cette technique. Bon, pour faire simple, voici donc D, donc elle se passe sur D qui est la distance, et puis la méthode. Tout simplement, c'est ce qu'on avait fait ici. Et on va faire plot. Alors lorsqu'on fait plot avec une classification hiérarchique, clustering, il va vous donner tout simplement le dendrogramme que je vous ai montré tout à l'heure. Mais regardez, il est difficile. Je vais zoomer là-dessus, mais il reste quand même difficile à voir. Mais là, ce qu'il a fait, parce qu'on n'a que 30. On n'a que 30, il a classé les gens en fonction de leur proximité de distance euclidienne, parce que c'est la distance que j'ai utilisée. Et donc, par exemple, il vous dit que la personne 15 avec 12 et 9, 2, 5 sont proches l'un de l'autre comme individu statistique. Pourquoi? Parce qu'il a calculé cette matrice de proximité et c'est cette matrice qu'il représente. Ensuite, 8, 1, 6 sont proches en termes de réponse aux variables, bien sûr, sur la base de la matrice de départ, bien évidemment, qui a été utilisée. Je reviens sur R.
Voilà, donc ça c'est le... Mais l'idée c'est que, comme j'ai dit, il faut choisir le nombre de clusters. Alors tout simplement, on va faire la fonction rect hclust. Alors c'est une fonction rectangle tout simplement. Hclust c'est la fonction de clustering hiérarchique. Pourquoi? Pour essayer de dessiner des rectangles. Après il faut lui donner tout simplement l'objet de la classification hiérarchique avec le nombre de clusters. K égale 4, on a choisi 4, parce que si vous observez bien, on a ici quand même un cluster, on voit bien qu'il y a un cluster ici, un ici et un ici. Donc ici, regardez d'en haut, si je monte, alors height, c'est la taille, si je passe à 5, regardez, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc on voit bien qu'il y a 4 clusters quand même différents si on monte d'un cran. Et donc c'est pour ça, on va faire border red juste pour mettre du rouge. Et voilà, donc il a distingué les différents clusters, les 4. Si je fais cut tree, tout simplement, cut tree, un tree c'est arbre, donc c'est couper l'arbre, il va couper ces clusters de cette manière, c'est-à-dire qu'il va regrouper le 15, 12, 9, 2, 5 ensemble dans un cluster, il va me dire voici le groupe. Alors le choix du groupe n'est pas vraiment pertinent parce que si je fais table, il va me dire par exemple le segment 1, c'est-à-dire... Alors pourquoi segment? Parce que c'est moi qui ai choisi ce nom, hein. Vous pouvez choisir clusters comme vous voulez. Et donc, il me dit par exemple que le premier cluster se compose de 7 personnes, le deuxième de 5 personnes, et il a tout simplement compté la fréquence des personnes qui se trouvent à l'intérieur d'un cluster. Si je fais aggregate, on va finir avec ça aujourd'hui. Aggregate, rappelez-vous, j'ai déjà utilisé plusieurs fois cette fonction. Elle utilise une base de données avec l'objet de classification et une fonction. Mean, c'est la moyenne, pour me donner la moyenne des individus à l'intérieur de cluster. C'est pertinent, bien sûr, pour essayer de voir quels sont les groupes qui se rapprochent l'un de l'autre. Et est-ce qu'effectivement, il y a une différence? Par exemple, je prends le groupe 1 et le groupe 6. Regardez, parce qu'ils sont différents sur nature. Groupe 1, ils ont 3 comme moyenne, hein, mean, sur la nature. Et le groupe 4, il a 6,3. C'est plus que le double sur nature. Donc, on voit très bien qu'il y a une large différence entre ces deux groupes. Si je passe, par exemple, à people, ils ont le premier à 3,7 et le 4, il a 6. Donc, on voit bien que, par exemple, le 4, il est très fort sur la nature et sur la relation avec les autres. Par contre, le groupe 1, il est très élevé. Finalement, il n'est pas vraiment très élevé un peu partout, mais il est quand même weather. C'est des gens qui s'intéressent au climat et qui s'intéressent au sport. Donc, ils s'intéressent au climat, au sport. Le groupe 4, pardon, il s'intéresse à la nature et aux gens. Donc, ils sont un peu plus différents. Et puis, on peut même aller vers le groupe, regardez le groupe 3. Il est beaucoup plus sur la nature aussi, comme le dernier groupe, mais il est surtout premier en termes d'environnement. Donc, il s'intéresse à la nature, à l'environnement. On voit très bien que c'est un groupe écolo, en quelque sorte, parce qu'il s'intéresse un peu à l'écologie, à l'environnement, à la nature. Tout ça, c'est de l'écologie. Et donc, on voit très bien qu'on a réussi quand même à classer un peu ces individus, ces 30 personnes. Dans la vidéo suivante, on va utiliser cette technique de K-means, qui n'est pas une technique hiérarchique, pour essayer de voir est-ce qu'on va obtenir les mêmes résultats ou bien on aura des résultats complètement différents.